Donc bonjour à tous, je vous propose ce 7e cours sur les fonctions de plusieurs variables dans ce bloc intitulé Analyse vectorielle et intégrale multiple, et nous étions à être en mesure de développer tout au moins au premier ordre une fonction à deux variables. Et donc là, je voudrais, avant de passer aux dérivées partielles d'ordre plus élevé, puisque tout ça, ça met en jeu que les dérivées partielles d'ordre 1, ou du premier ordre, on dit aussi, et donc nous allons dans un instant passer au deuxième ordre et aux ordres supérieurs d'une manière générale. Mais avant cela, je voudrais vous faire une petite remarque complémentaire par rapport à nos investigations. Alors, les investigations, c'est-à-dire ce fameux théorème nous permettant, dans la mesure où les dérivées partielles premières sont des dérivées partielles continues dans un voisinage d'un point x0, y0, alors on avait vu que, eh bien, dans ce cas-là, on a vu, hein, je ne réécris pas toutes les conditions, que f de x0 plus h, y0 plus k, alors, c'est égal à quoi? Hein? Eh bien, on avait vu que c'était f de x0, y0, plus h df sur dx en x0, y0, plus k df sur dy en x0, y0, et puis plus ce que j'avais noté, un petit taux de hk. En fait, c'est une notation qui est couramment utilisée en calcul différentiel, donc j'ai voulu déjà vous habituer à ce genre de notation. Rappelez-vous, avec petit taux de hk, qui vérifie, bien limite quand h et k tendent vers 0, 0, eh bien, petit taux de hk, cette fonction de h et k divisée par, alors j'avais écrit valeur absolue de h plus valeur absolue de k égale 0. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous avions vu la dernière fois et que je voudrais absolument que ça soit absolument visible pour tout le monde. Donc j'insiste un petit peu, mais ça devrait aller. Et donc, je voudrais préciser cette notation que l'on trouve différemment écrite, j'ai envie de dire, dans un certain nombre d'ouvrages. Mais ça, c'est vraiment la notation intrinsèque au calcul différentiel, comme vous le verrez, comme nous le verrons d'ailleurs aussi dans ce bloc de cours. Alors, la remarque, elle est la suivante. Si on pose, eh bien, epsilon de hk égale ce rapport, c'est-à-dire petit taux de hk sur valeur absolue de h plus valeur absolue de k. Certains écrivent à la place de ce petit taux de hk, donc vous voyez ce qu'ils écrivent. Ils écrivent valeur absolue de h plus valeur absolue de k, epsilon de hk, en disant avec, évidemment, eh bien, limite quand h et k tendent vers 0, 0, de epsilon de hk égale 0. C'est complètement équivalent, puisque écrire qu'on a un petit taux de hk dans la démonstration que j'ai considérée, c'était d'écrire que ce rapport tendait vers 0, et nous l'avons démontré. Alors, si on pose epsilon de hk, eh bien, ce quotient, et par construction, ce quotient donc tend vers 0, c'est ce qui est l'objet du petit taux. Alors on peut comprendre que dans certaines présentations, au lieu d'avoir le petit taux de hk, on écrive, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce petit taux de hk? Vous voyez, c'est epsilon de hk fois eh bien, la valeur absolue de h plus la valeur absolue de k. Voilà. De la même manière, dans mon propos, je dirais que, et je l'avais évoqué, on peut aussi écrire que petit taux de hk sur, au lieu d'écrire valeur absolue de h plus valeur absolue de k, je vous avais dit que c'était la norme 1. Et donc, ça, c'est ce que l'on note, du coup, epsilon de hk. Alors, on peut aussi écrire, hein, ou, eh bien, on écrit, vous avez compris, norme de hk, norme numéro 1, fois epsilon de hk.
Tout ça, ce ne sont que des différentes notations qui veulent dire strictement la même chose. Dernière chose, eh bien, je l'avais aussi évoqué, on trouve aussi dans les livres, eh bien, au lieu de considérer la norme 1, on présente le même résultat avec la norme 2, ce que l'on appelle la norme euclidienne, c'est-à-dire petit o de hk divisé par racine de h2 plus k2. Et donc dans ce cas-là, l'écriture, c'est toujours la même avec le petit o, bien évidemment, puisque j'avais évoqué que les normes, l'outil de mesure du couple HK, eh bien, ce qu'on appelle des normes équivalentes en dimension finie. Alors, on écrit à ce moment-là, évidemment, ce rapport tend vers 0, et c'est une démonstration qui ressemble à ce que j'ai fait pour vous montrer que ce rapport tendait vers 0, voire cours précédent. Et dans ce cas-là, vous allez trouver dans les livres, eh bien, que f de x0 plus h, y0 plus k, cf de x0, y0, plus h, évidemment, df sur dx, en x0, y0, plus k df sur dy en x0, y0. Et puis là, au lieu d'écrire petit o de hk, au lieu d'écrire le petit o de hk avec la norme en quelque sorte, c'est-à-dire la norme 1, comme je viens de le rappeler, alors vous allez trouver le résultat avec la norme 2, racine de h2 plus k2, epsilon de hk, une fonction de h et de k, qui tend vers 0 parce que, évidemment, c'est le propos de ce petit o envisagé avec la norme numéro 2. Proposition. Alors, je vais quand même donner les conditions. On suppose une fonction f, soit f, admettant une dérivée partielle par rapport à x sur tout R2. D'accord? On suppose qu'on a une fonction donc, qui admet une dérivée partielle sur tout R2, c'est-à-dire donc dans tout le plan, tel que avec, j'ai envie de rajouter pour que ça soit clair, eh bien que quel que soit xy appartenant à R2, eh bien df sur dx, cette dérivée partielle au point xy est nulle. Avec la dérivée partielle de cette fonction en xy pour tout xy nul. Alors, il existe une fonction g définie de R dans R, telle que quel que soit xy appartenant à R2, eh bien, puisque la fonction donc ne dépend pas de x, eh bien f de xy est donc constante par rapport à x, c'est donc une fonction que de y. Cette fonction g, dont nous allons voir comment elle s'introduit. Donc la preuve concernant l'existence de cette fonction g définie de R dans R, comme nous allons le voir, qui va ressortir de manière extrêmement simple. Eh bien, on va écrire la chose suivante, on va écrire que quel que soit xy appartenant à R2, on a f de xy qui s'écrit f de 0 et de y plus l'intégrale de 0 à x de df sur dx en s en y ds. Alors, est-ce que cette écriture est licite? Eh bien, écoutez, pour pouvoir l'écrire, il faut évidemment que cette intégrale ait un sens. Pour tout xy dans R2, est-ce que je peux écrire cette formule qui connecte la différence de deux valeurs d'une même fonction à y fixé, finalement, en faisant varier x de 0 à x, justement, moyennant ce terme correctif qui est la primitive de la fonction df sur dx, en quelque sorte, hein, entre 0 et x, donc cette primitive qui s'annule en x égale 0. Eh bien, comme vous le savez, avec les notions d'intégration que vous avez
à la date d'aujourd'hui. Ceci est licite dès lors que la dérivée, en quelque sorte, de la fonction, ici dérivée partielle, est une fonction continue. Ce que je n'ai pas précisé, j'ai dit soit f, une fonction, admettant une dérivée partielle par rapport à R2. Oui, mais elle est largement continue, cette dérivée partielle, parce que cette dérivée partielle est totalement nulle. Donc, à partir du moment où la dérivée, c'est une fonction à deux variables, en quelque sorte, nulle sur tout R2, évidemment, cette fonction est continue. C'est la raison pour laquelle je peux écrire cela. Et du coup, une fois que j'ai écrit cela, j'en obtiens l'égalité suivante. Eh bien, puisque la dérivée ici est nulle, comme c'est supposé dans l'énoncé, vous obtenez que f de x, y, c'est ni plus ni moins que f de 0 et de y. C'est ce qu'on a posé, cette fonction g, qui va de R dans R et qui ne dépend que de la variable y. Autrement dit, bilan des courses, quand vous avez une fonction à deux variables, et je le fais à deux variables, vous avez compris, je vous l'ai déjà dit en introduction, que vous pouvez l'étendre à n variables. Quand vous avez une fonction à plusieurs variables, dont la dérivée partielle par rapport à une variable est nulle, mais pas en un point. Rappelez-vous l'erreur que certains commettent pour les fonctions à une variable. La dérivée d'une fonction en un point ne veut pas dire que la fonction est constante. Non, ça veut dire que tout simplement la pente au point considéré est nulle. Donc on retrouve par extension cette propriété-là. Il nous fallait l'évoquer parce qu'elle est simple avant de passer ce que nous allons faire maintenant aux dérivées d'ordre supérieur avec des curiosités assez inattendues comme vous allez le voir, à savoir des propriétés qui apparaîtraient comme triviales et pour autant qui ne sont pas tout le temps vérifiées. On va le voir dans un instant. Donc, dérivées partielles d'ordre supérieur, c'est le propos de la petite partie dans ce chapitre de dérivées partielles. Dérivées partielles d'ordre supérieur. Alors, on va faire simple, on va faire intuitif. Je ne vais pas vous charger de formalisme inutile, mais voilà de quoi il s'agit. On a commencé par considérer une fonction petit f, et puis on a introduit avec cette fonction petit f deux dérivées partielles, lorsque c'est possible, df sur dx, df sur dy. Volontairement, je n'écris plus au point xy ou au point x0, y0. J'ai donc, à partir d'une fonction, constitué deux fonctions, les deux dérivées partielles, je répète, bien évidemment, lorsque c'est possible. Mais alors maintenant, lorsque c'est possible, cette fonction df sur dx est une fonction à deux variables, elle est peut-être elle-même dérivable partiellement par rapport à x, ce qui va donner d sur dx de df sur dx, et que l'on note, vous l'avez deviné, d2f sur dx2. Mais elle est peut-être aussi dérivable, ou pas, par rapport à y, c'est-à-dire df, d sur dy de df sur dx. Et ça va être noté d2f, alors attention, sur dy dx. Et ce que je viens de faire pour, comment dirais-je là, ce que je viens de faire pour la dérivée partielle en x, eh bien je vais le faire un tout petit peu plus bas pour que les choses soient on ne peut plus claires, pour la dérivée partielle en y. Autrement dit, elle va donner, elle, si c'est possible, une dérivée partielle par rapport à x, donc d sur dx de df sur dy, c'est-à-dire, regardez bien ce qui se passe, d2f sur dx dy, et puis peut-être aussi une dérivée partielle par rapport à y, c'est-à-dire d sur dy de df sur dy, que l'on va noter d2f sur dy2. Et ça montre à quel point la richesse, et là nous sommes avec deux variables, d'une fonction on a deux dérivées partielles, et évidemment c'est en puissance de 2, puisque chaque dérivée partielle peut donner elle-même deux dérivées partielles. Donc imaginez si on était dans Rn, ça serait en puissance de n, puisque là c'est en puissance de 2. Donc, vous auriez ici, à une fonction à une variable, vous auriez df sur dx1, df sur dx2, df sur dxn, chacune pouvant donner n dérivées partielles secondes par rapport aux n variables. Ça commence à être bien consistant. Alors, vous voyez l'histoire. L'histoire, c'est la suivante, c'est que vous avez ici ce qu'on appelle une dérivée partielle croisée dans un certain sens.
C'est-à-dire, vous dérivez d'abord par rapport à x, puis ensuite par rapport à y. Et puis ici, vous avez une dérivée partielle par rapport à y, puis ensuite par rapport à x. Donc, si je prends un exemple banal, premier exemple, pour y voir clair, je vais prendre f de xy, on va voir comment ça fonctionne. 3x2y plus 6y sinus x plus 1. Eh bien, évidemment, je vais calculer df sur dx comme on l'a déjà évoqué, en fixant donc c'est x qui varie, donc y ici ne bouge pas. Et donc, je vais dériver 3x2, ça va me donner 6x, y est une constante. Et puis ici, y est une constante, donc dérivée de sinus cosinus, 6y cosinus x. Et on dérive par rapport à x, la constante 1, il ne reste plus rien. On a de la même manière df sur dy de xy. Donc df par rapport à y, eh ben, j'ai donc 3x2. Et par rapport à y, j'ai plus 6 sinus x. Voilà, alors maintenant, ici, j'ai deux dérivées partielles qui sortent. J'ai d2f sur dx2. Je vais redériver cette quantité-là par rapport à x. Ben, il va me rester un 6y pour le 6xy. Et puis ici, je dérive par rapport à x moins 6y sinus x. On est bien d'accord, il n'y a vraiment aucune difficulté. Et donc, je vais maintenant reprendre cette dérivée en dérivant par rapport à y. Donc, df sur dy de df sur dx. Donc, je dois dériver maintenant cette quantité-là par rapport à y. Donc, si je dérive par rapport à y, il me reste un 6x. Et puis, je dérive par rapport à y, il me reste un plus 6 cos x. Voilà. Et ce que l'on vient de faire pour maintenant la dérivée partielle en x, eh bien, je vais le faire pour la dérivée partielle en y. Donc, on a un d sur dx de df sur dy qui vaut, donc je dérive par rapport à x, ça me donne un 6x. Et je dérive par rapport donc à x, il me reste plus 6 cosinus x. Enfin, je dérive cette fonction-là, donc la dérivée partielle par rapport à y, je la dérive encore par rapport à y, donc ça me donne un d2f sur dy2 au point xy, je ne l'ai pas toujours écrit d'ailleurs. Bon, errare humanum est, comme on dit en latin, c'est pas grave, c'est vraiment de la notation, il n'y a pas de problème. Je dérive par rapport à y, 0, je dérive par rapport à y, 0. Voilà. Donc en fait, la fonction de départ, on se doute bien que la dérivée partielle seconde par rapport à y est nulle, puisque par rapport à y, la fonction de départ est une fonction affine en y. Donc c'est bien normal de trouver que la dérivée partielle seconde en y est nulle, c'est un petit commentaire. Et là, vous voyez que la dérivée partielle seconde croisée, d'abord en y puis en x, est exactement égale à la dérivée partielle seconde croisée, d'abord en x puis en y ensuite. Donc il semblerait que ces dérivées partielles croisées soient tout le temps égales. Eh bien, la prochaine fois, je prendrai un exemple, si vous voulez un contre-exemple, mais là, je vais tout de suite donner le résultat qui garantit effectivement que ces deux dérivées partielles croisées soient égales. C'est ce que l'on appelle dans la littérature le lemme de Schwartz. Donc, lemme de Schwartz qui va permettre donc de donner des conditions suffisantes permettant d'égaliser, d'identifier les deux dérivées partielles croisées d'une fonction à deux variables. Donc, soit f, une fonction, donc c'est une fonction à deux variables puisque c'est notre cadre, définie dans un voisinage que je vais noter comme d'habitude v de x0, y0, tel que f soit C1 dans le voisinage de ce point x0, y0. C1, ça veut dire donc à dérivée partielle d'ordre 1 continue.
Autrement dit, c'est le cadre finalement qu'on a supposé pour le théorème précédent que nous avions vu, rappelez-vous, pour le développement limité d'une fonction à deux variables. Il était nécessaire que la fonction admette des dérivées partielles continues. On dit que la fonction est C1. Eh bien, si de plus, les dérivées partielles croisées, donc d2f sur dx dy et d2f sur dy dx sont continues. Donc on n'a pas besoin de la continuité de toutes les dérivées partielles secondes. Les deux qui nous intéressent sont continues dans le voisinage de x0, y0. Alors, eh bien, d2f sur dx, dy en x0, y0, ça va être égal à d2f sur dy, dx en x0, y0. C'est bien le propos qui nous intéresse. Alors, pour ce faire, il va nous falloir évaluer les deux dérivées partielles et voir que sous réserve d'avoir, donc d'une part, dans les hypothèses, évidemment, la fonction doit être définie dans un voisinage donné, d'un point donné, il faut que la fonction soit C1, je souligne les points importants, et les dérivées partielles, donc ici, ces deux dérivées partielles sont elles-mêmes continues. Si toutes les dérivées partielles secondes, c'est-à-dire d2f sur dx2, d2f sur dy2, en plus des deux dérivées partielles croisées, étaient aussi continues, on dirait que la fonction est de classe C2. Vous vous en doutiez, c'est juste une histoire de terminologie. Donc là, on n'a pas besoin de ça. Alors, preuve. Donc la preuve consiste à évaluer tranquillement. Il va falloir être posé et ne rien oublier au passage, mais il n'y a pas de difficulté majeure comme vous allez le voir. Donc on va évaluer chacune des deux dérivées partielles. Alors premièrement, d2f sur dx dy au point x0, y0. Eh bien ça c'est d sur dx de df sur dy. J'aurais pu le mettre entre parenthèses, c'est pareil, c'est une question de notation, au point x0, y0. Mais ça, c'est une dérivée partielle en x, donc rappelez-vous la définition que nous avions vue à la dernière séance, c'est la limite quand h tend vers 0. De quoi? Eh bien de la fonction qui est concernée ici, c'est la dérivée partielle en y, donc df sur dy, en quel point? Eh bien x0 plus h, y, moins df sur dy au point x0, y. Et ceci sur h. Voilà, sur h. Très bien. Alors maintenant qu'on a évalué cette première dérivée par rapport à x en termes de limite, il nous reste à remplacer les deux dérivées partielles, cette fois-ci en y, elles-mêmes par le biais de leur définition, c'est-à-dire des limites. Donc on a limite quand h tend vers 0 de... Eh bien vous voyez qu'il va y avoir deux fois la même type de limite à considérer, c'est-à-dire par rapport à y. Donc on va écrire en bloc directement la limite quand k tend vers 0. De quoi? Eh bien on a un f de x0 plus h, y0 plus k, moins f de x0 plus h, y. Ça, c'est pour cette quantité divisé par k. Très bien. Et puis, alors, je vais mettre un petit bloc crochet pour bien montrer qu'il s'agissait de cette quantité-là. Et puis, moins quoi? Eh bien, sous la limite complète que j'évalue ici, eh bien, la même chose maintenant, f de x0, y. Alors, excusez-moi, là, il y a y0 qui manque, évidemment.
Voilà, c'est rectifié. Y0 moins f de x0, y0 plus k, moins f de x0, y0. Et alors, donc je ferme la parenthèse et je ferme le crochet. Et donc ça, c'était déjà divisé par h. Et donc maintenant, c'est divisé par h et par k pour la deuxième limite que nous venons d'écrire. Si on procède de la même manière pour d2f sur dy dx au point x0, y0, il n'y a aucune difficulté, il faut juste être posé dans l'écriture et prendre progressivement les définitions. Donc on a un d sur dy, d'un df sur dx, cette fois-ci, il y a un changement de rôle par rapport à cela, au point x0, y0. Donc, puisque c'est la limite en y qui est en extérieur, cette fois-ci, ça va être limite quand k tend vers 0. De quoi? Eh bien, de la fonction qui est considérée, c'est-à-dire df sur dx. Alors, on fait une limite en k, donc en x0 qui ne bouge pas, y0 plus k, moins, évidemment, df sur dx au point x0, y0. Voilà, et là, c'est sur k. Très bien. Rebolote, à l'image de ce que nous avons fait ici, nous allons maintenant exprimer les dérivées partielles premières en x en termes de limite. Donc c'est égal à limite quand k tend vers 0 de, eh bien, limite maintenant, les deux dérivées partielles en x, c'est une limite quand h tend vers 0. Quand h tend vers 0, on ne se trompe pas, c'est bien h. De quoi? Je vais mettre une parenthèse et on y va. Donc c'est f de x0 plus h, y0 plus k. Très bien. Moins, on est en train de faire la dérivée partielle en x. Donc moins f de x0, y0 plus k n'a pas bougé. Il faudrait diviser par h. Alors que là, c'est déjà divisé par k. Donc on peut tout de suite anticiper et dire que tout ça, ça va être divisé par hk. Et là, je vais remettre aussi des petits crochets pour bien garder la notion de bloc évalué par la ligne du dessus. On est en train de coller un peu, mais enfin, vous allez vous en sortir. Donc là, on fait dérivée partielle en x de x0, y0. Donc c'est f de x0 plus h, y0, moins f de x0, y0. Voilà. Donc là, maintenant, je ferme la parenthèse pour ça et le crochet externe. Donc, si vous voulez, on remarque que si on pose, je vais poser AHK, la quantité qui se trouve dans cette parenthèse. Et vous pouvez remarquer que ce qui se trouve dans cette parenthèse, c'est ni plus ni moins que ce qui se trouve dans cette parenthèse ici. Je vais juste faire un petit symbole comme ça. Donc là, on a le premier terme, le voilà. F de x0 plus h, y0, le voilà. Donc ça, on va mettre un deuxième trait. Le troisième trait ici, on va continuer. F de x0, y0 plus k, le voilà avec un signe moins, c'est parfait. 1, 2, 3. Et le quatrième terme, il est là, moins, moins, plus, on est bien d'accord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour bien montrer, alors j'ai dit quelque chose, mais je ne me suis pas exécuté. Ça, c'est le troisième terme que nous avons identifié qui est là. Autrement dit, c'est la même quantité. Et cela revient à dire que si je pose, alors je vais prendre par exemple la première écriture, f de x0 plus h, y0 plus k, moins f de x0 plus h, y0. Je vais garder la ponctuation de bloc pour bien conserver la structure. Ça va nous être utile dans un instant, vous allez voir. Moins donc cette quantité-là, qui n'est rien d'autre, encore une fois, que ce que l'on trouve dans la deuxième écriture, mais distribué autrement, les quatre termes. F de x0, y0 plus k, moins f de x0, y0. Voilà. Eh bien, si on pose, si ça je mets une triple égalité, c'est-à-dire que je définis grand A de HK, cette combinaison qui, encore une fois, se trouve ici ou là.
en termes de numérateur, il faut diviser par HK. Alors, eh bien, on peut donc réécrire notre histoire. Je vais le réécrire. Je vais écrire que D2F sur DX, DY en X0, Y0, c'est ni plus ni moins limite quand H tend vers 0, de la limite quand K tend vers 0, de A de HK sur HK. C'est juste un changement de notation. A de HK sur HK. Et je peux dire aussi, alors je vais l'écrire au-dessus, donc je vais écrire et de même, eh bien, D2F sur DY, cette fois-ci DX, en X0, Y0, c'est la limite, et vous voyez en K, puis la limite en H, donc la limite en K, puis la limite en H, de la même quantité A de HK. C'est un peu petit ce que je fais, mais vous devriez vous en sortir. Autrement dit, nous avons ici la dérivée partielle seconde croisée, d'abord en X puis en Y, puis ici la dérivée partielle seconde croisée, d'abord en Y, puisqu'on a dérivé d'abord en Y puis après en X. Et vous voyez finalement que ce qu'il nous faut démontrer, c'est la possibilité de permuter les limites en H et K. C'est l'objet de ce théorème que nous allons voir maintenant en termes comment dirais-je, de possibilité de cette permutation grâce aux hypothèses que nous avons considérées, qui sont des hypothèses suffisantes, qui permettent précisément de permuter ces deux limites. Alors, regardez bien ce qui se passe dans A de HK. Bien, A de HK, je vais juste vous faire reconnaître par simple lecture les choses. Ici, on est bien d'accord qu'on a X qui est fixé à X0 plus H, et puis Y qui varie. Ici, nous avons de nouveau X qui est fixé, mais cette fois-ci à X0, et puis Y qui varie de la même manière dans ce bloc comme dans celui-là, de Y0 à Y0 plus K. C'est la raison pour laquelle je vais poser eh bien, phi de x, la fonction d'une variable, qui va être égale à f de x, y0 plus k, moins f de x, y0, moins f de x, y0. Dans ce cas-là, je peux tout de suite écrire que mon a de hk, d'après la remarque que j'ai faite il y a un instant en termes de structure et de valeur constante de x dans un premier groupe, premier bloc et dans le deuxième, c'est la raison pour laquelle je vous avais dit ça va nous servir de garder la structure ponctuée de ces crochets. Ce n'est ni plus ni moins que phi de x0 plus h, parce que phi de x0 plus h, c'est cette quantité-là quand x vaut x0 plus h, c'est-à-dire c'est exactement cette différence-là, moins phi de x0. Parce que phi de x0, c'est f de x0, y0 plus k, très bien, moins f de x0, y0. Touché coulé. Mais phi est une fonction d'une variable. Et elle dépend de f, qui est en x comme en y, admet des dérivées partielles premières qui sont continues. Donc phi est dérivable par rapport à x, puisque ce sont les dérivées partielles premières par rapport à x, et je peux écrire pour phi un développement limité à l'ordre 1, c'est-à-dire que je vais dire qu'il existe un θ appartenant à 0, 1, tel que cette quantité-là, je vais l'écrire ici pour ne pas perdre de place, tel que phi de x0 plus h moins phi de x0, c'est phi prime de x0 plus θh fois h. Là aussi, vous avez 36 variantes d'écrire le théorème des accroissements finis. F de b égale f de a plus b moins a f prime en c. Et vous dites que c est strictement compris entre a et b. C'est une manière de dire cela, c'est de dire qu'il existe un nombre θ tel que c soit égal à a plus θ b moins a.
comment dirais-je, la longueur de l'intervalle AB, en quelque sorte. Donc ici, vous vous trouvez sur quel intervalle? x0 plus h. Donc la longueur, c'est h, x0 plus h moins x0. Très bien. Quand je fais x0 plus θ fois b moins a, c'est-à-dire θ fois h, eh bien ce point-là, x0 plus θh avec un θ strictement compris entre 0 et 1, veut bien dire que le point x0 plus θh, le point C dans votre formulation habituelle des accroissements finis, se trouve strictement entre x0 et x0 plus h. C'est une autre manière d'écrire les choses. Chacun verra midi à sa porte. Autrement dit, je peux dire maintenant que A de HK, alors je vais l'exprimer parce que je connais, c'est quoi phi prime? Phi prime, c'est la dérivée de cette fonction-là par rapport à x. En ce point-là, fois h, eh bien écoutez, il n'y a qu'à faire, c'est df sur dx au point x0 plus θh, y0 plus k, attention, moins df sur dx au même point pour la partie en x plus θ fois h, cette fois-ci y0, voilà, le tout fois h, ce h-là. Donc, maintenant, ce que je rajoute, c'est la chose suivante, c'est que cette différence-là, vous voyez, elle est évidemment à x0 plus θh constant. Autrement dit, il y a une variation de la fonction df sur dx vis-à-vis de la deuxième variable, y0 plus k à y0. Donc, je vais dire, il existe un θ' appartenant à 0, 1, tel que, eh bien, je vais écrire que A de H et de K s'écrivent. Je vais dire que cette différence-là, c'est la dérivée, maintenant, en Y, de la fonction df sur dx. Donc, d'un seul coup, j'écris d2f sur dy dx. Au point x0 plus θh, ça ne peut pas bouger, puisque ça ne bouge pas, il suffit de le voir. J'écris les accroissements finis ici vis-à-vis de la variable y, et donc je vais écrire en y0 plus θ', et comme on est en y, je vais dire plus θ' k, et donc fois k, plus le h qui était là avant, fois kh. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste un problème de difficulté de notation qui vous pose problème. La première partie, je l'ai matérialisée en introduisant une fonction d'une variable. Je pourrais faire aussi la même chose ici, mais je fais exactement la même chose. Qu'est-ce que je dis? Je dis que j'ai une fonction qui s'appelle par hasard df sur dx. Oubliez-le. Et je dis que j'ai une fonction en un point en x qui ne bouge pas, mais en un point en y qui bouge. Entre y0 et y0 plus k. Ben, comme ici, je l'ai fait entre x0 et x0 plus h, là, je le fais entre y0 et y0 plus k. Et qu'est-ce que je raconte? Je dis à ce moment-là que, comme les dérivées partielles secondes sont continues, je peux donc écrire le terme des accroissements finis dans la direction y qui m'intéresse ici, puisque c'est ça qui varie dans cette différence, y0, y0 plus k, et donc dire que c'est la dérivée partielle par rapport à y de la fonction en question, qui est la dérivée partielle en x, au point x0 plus θh qui n'a pas bougé, et au point intermédiaire, le point C entre A et B, cette fois-ci, c'est un point qui se trouve entre y0 et y0 plus k. Ben oui, je l'écris y0 plus θ' k. Autrement dit, vous obtenez de cette manière-là que la limite... vous obtenez de cette manière-là, c'est pas la limite que je vais écrire. Je vais obtenir de cette manière-là que d2f sur dy dx au point x0 plus θh, y0 plus θ'k, c'est ni plus ni moins que AHK qu'on avait besoin là-bas d'évaluer, oui, sur HK. Et évidemment, comme c'est la dérivée partielle par rapport à x d'abord puis y ensuite, x d'abord et y ensuite, c'est bien celle-là, eh bien x d'abord, y ensuite,
eh bien c'est donc la limite de cette quantité-là quand h tend vers 0, puis quand k tend vers 0 qui nous intéresse. Alors, sans refaire toute la même manipulation, on pourrait faire exactement la même chose en introduisant une fonction psi de y. À l'image de ce qui a été fait là, ça va être un f de x0 plus h. Je ne regarde pas et vous allez voir qu'en regardant, ça va marcher. Parce que je procède par symétrie. C'est f de x0 plus h, y, moins f de x0, y. Allez, on parie que finalement, avec cette fonction psi, je vais écrire a de hk. Je le fais uniquement par symétrie à l'image de ça. Ni plus ni moins. Et on va vérifier que ça marche bien. Mais vous avez compris que ça va bien marcher. C'est psi de y0 plus k moins psi de y0. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Prenons psi de y0 plus k. C'est quoi psi de y0 plus k? Ce sont ces deux quantités avec y0 plus k. Donc on a x0 plus h, y0 plus k. Alors c'est dans la deuxième écriture, évidemment le voilà. Moins f de x0, y0 plus k. Ben le voilà. Et puis, moins psi de y0. C'est quoi psi de y0? C'est f de x0 plus h, y0. Le voilà. Moins f de x0, y0. Le voilà. On ne peut pas faire plus simple. Pour des raisons de symétrie, de nouveau, cette fois-ci sur les propriétés de la dérivée partielle première, cette fois-ci, je vais avoir besoin de dériver psi, de faire les accroissements finis, vous voyez, vis-à-vis de, comment dirais-je, ici, voilà, psi de y0 plus k, psi de y, moins psi de y0, je vais dire, alors je vais le faire, je vais vous l'écrire, hein, parce que vous allez me dire après, il y a une part de négligence. Et je ne voudrais surtout pas que vous le pensiez. Donc il n'y a pas de négligence. Mais on va dire jusqu'au bout. Il existe un θ' à l'équivalent du θ. Il existe un θ'. Il existe un θ1, pardon, et un θ'1. Alors là, je prends un gros risque parce que j'ai effacé ce que vous devriez avoir sous les yeux. Mais moi, je ne l'ai plus. Mais ça devrait fonctionner, me semble-t-il. Et on est au bout de la démonstration, si vous avez compris ce que nous venons d'obtenir ici, que nous allons réécrire par symétrie pour la deuxième dérivée partielle croisée. Donc je vais écrire quoi? Je vais écrire que a de hk, cette fois-ci équivaut psi de y0 plus k moins psi de y0, eh bien c'est un psi prime de y0 plus, alors on a dit on a θ', on va l'appeler θ1. θ1 quoi? Eh bien la différence c'est un θ1k. L'intervalle AB cette fois-ci c'est y0, y0 plus k. La différence c'est k. Voilà, donc ça c'est bien un point strictement interne à y0, y0 plus k fois k. Et donc ça si on l'évalue, hein, avec θ1 appartenant à 0, 1. Accroissement fini. Et donc là, j'en suis là, si vous voulez. Ce que j'ai écrit là, c'est là. Et donc je vais avoir, du coup, je vais exprimer c'est quoi ce psi prime de y0 θ1k. Ben écoutez, il n'y a qu'à écrire psi prime au point y0 θ1k. Et ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un df. Donc on dérive par rapport à y. Par rapport à y. Au point x0, il ne bouge pas, il ne comprend rien de ce qui se passe à la dérivation, il est fixe. Y, c'est au point y0 plus θ1k. Voilà. Il y a multiplié par k, mais j'y arrive dans un instant. Moins df sur dy. Et là, on est en x0. Et le point, c'est toujours y0 plus θ1k. Plus θ1k. L'écriture ne me plaît pas. Donc vous voyez, on est complètement dans la même situation qu'ici. Mais évidemment, ça va être moins donc df. Donc j'étais en train de vous dire en x0.
en x0, y0 plus θ1 k. Voilà. Et ça, fois k. Il existe un θ de rebolote. Maintenant, je regarde à l'image de ce que j'ai fait tout à l'heure. Je remarque cette fois-ci que le point qui est ici, entre ces deux valeurs qui sont en différence l'une par rapport à l'autre, qui sont l'une retranchée de l'autre, plus exactement, se font à un point cette fois-ci dans la deuxième coordonnée fx, mais x varie de x0 à x0 plus h. Donc il existe un θ'1 appartenant toujours à 0, 1, et comme la dérivée partielle seconde croisée dans l'autre sens est aussi continue, on l'a dit tout à l'heure dans l'énoncé, alors en fait, tel que quoi? Tel que AHK s'écrivent, et bien maintenant c'est en x que ça bouge, donc c'est un d2f sur dx, dy, et puis on a en quel point? Puisque ça bouge, on est entre le point x0, x0 plus h, de longueur h, c'est un x0 plus un θ'1 h, et un y0 plus un θ1 k. Voilà. Et regardez ce que l'on obtient. On obtient donc que, par analogie à tout à l'heure, alors, j'ai pas complètement, j'ai... Ah non, et puis fois hk, pardon, fois le h lié à la dérivée partielle maintenant en x et le k qui était là. Voilà. Et donc, j'obtiens que d2f sur dx, dy, cette fois-ci au point x0 plus θ'1 h, y0 plus θ1 k, c'est ni plus ni moins que a, h et k sur hk. Évidemment, on a la même situation de ce qui était obtenu ici. Et là, maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a terminé. Parce que, vu les deux égalités que nous avons obtenues, rapprochons-les. On obtient donc A de HK sur HK. Eh bien, nous avons deux évaluations qui sont égales, à savoir celle qui est au-dessus, par exemple, d2f sur dx, dy, au point x0 plus θ'1 h, y0 plus θ1 k. Vérifions que c'est dans le bon ordre. Oui, θ'1h, θ1k, c'est bien cela. Et puis en même temps, par l'autre évaluation, nous avons que c'est égal à d2f sur dy, dx, au point donc x0 plus θh, x0 plus θh, y0 plus θ'k, y0 plus θ'k. Et vous voyez que nous avons terminé. Je vais écrire que limite, quand hk tend vers 0, 0, de a de hk sur hk, eh bien, la limite de cette dérivée partielle, puisque cette dérivée partielle continue au voisinage du point x0, y0, hein, j'ai envie de dire tout de suite, si j'écris ces limites quand hk tend vers 0, 0, de cette dérivée partielle, donc d2f sur dx, dy, je vais l'expliciter pour celle-là, vous comprendrez comment faire pour l'autre de manière triviale, plus θ'1h, y0 plus θ1k, eh bien, puisque c'est continu, c'est égal à d2f sur dx, dy, j'ai envie de dire limite quand hk tend vers 0, 0, de x0, hein, j'écris en détail. Et ça, évidemment, c'est d2f sur dx, dy, au point x0, y0. Attention, j'ai utilisé le fait que ici, θ'1 comme θ1, et je vais le dire aussi pour θ et θ', ne dépendent pas de h et k, ils sont compris dans l'intervalle 0, 1, donc un intervalle qui ne dépend pas de h et k. Eh bien,
À partir de cette remarque importante, je spécifie que cette limite-là, c'est bien x0 et celle-ci, c'est bien y0. J'ai donc utilisé pour ce passage-là la continuité de la dérivée partielle seconde, à savoir d2f sur dx dy au voisinage de x0, y0. Et ce que j'ai fait avec celle-là, eh bien, je le ferai avec l'autre. Et donc, j'évaluerai la même quantité qui est égale, qui est à savoir la deuxième dérivée partielle, et par le même processus de propriété de continuité de la limite, eh bien, on montre que c'est égal à d2f sur dy dx au point x0, y0. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'arrivé à ce niveau-là, tout est terminé, puisque nous avons finalement le point central est bien bâti sur les deux hypothèses que nous avons considérées au début de ce lemme de Schwarz, à savoir que les dérivées partielles premières sont continues, ce qui nous a permis d'appliquer 4 fois le théorème des accroissements finis de fonctions à une variable, évidemment, respectivement x ou y, puisque c'est par essence même la définition de ces dérivées partielles qui suggère donc l'introduction de fonctions à une variable ou en x ou en y. Et puis à la fin, le rapprochement final pour conclure, évidemment, s'appuie sur la propriété de la continuité de ces dérivées partielles secondes croisées. J'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les transférer, à les communiquer à d'autres étudiants qui pourraient s'en servir en cette période un peu compliquée pour l'apprentissage en présentiel comme outil complémentaire, comme je l'ai déjà dit lors de la présentation de cette chaîne. Donc c'est à vous de jouer cette fois-ci. À très bientôt, bonne journée.